Alors on va se poser une question simple, mais essentielle. Quel est le vrai poids de l'argent dans les décisions qui nous gouvernent? Aujourd'hui, on décortique cette question en s'appuyant sur un rapport du laboratoire sur les inégalités mondiales pour essayer de comprendre comment la richesse façonne vraiment, mais alors vraiment, le jeu politique. C'est la question en fait. Est-ce que, au final, c'est l'argent qui a le dernier mot en politique? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble en regardant ce que les données nous disent. Et là-dessus, le rapport du World Inequality Lab est assez direct. Cette citation, elle va être un peu notre fil rouge. Elle dit bien que la concentration de la richesse, ce n'est jamais neutre. Ça pèse lourd, très lourd, sur l'équilibre démocratique. Mais alors comment ça marche concrètement cette influence? Le premier canal, celui qu'on voit le plus facilement, c'est l'argent qui va directement dans les caisses des campagnes électorales. Pour que ce soit bien clair, la source prend un exemple, un vrai cas d'école, la toute première campagne d'Emmanuel Macron pour la présidence. Le chiffre global, déjà, il est impressionnant, 16 millions d'euros récoltés en à peine plus d'1 an et demi. Mais ce n'est pas tant le montant qui est le plus intéressant que la façon dont il a été récolté. Ce qui est dingue, c'est que quasiment la moitié, 48%, vient d'un tout petit groupe de 1212 personnes. En gros, ça veut dire qu'une poignée de donateurs a eu un poids financier absolument démesuré sur cette campagne. Et attention, ce n'est pas du tout une exception française. Loin de là. Dans d'autres pays, les sommes en jeu, elles donnent carrément le vertige. Un petit tour aux États-Unis, par exemple. Les élections de 2024, on estime que ça a coûté quelque chose comme 15 milliards de dollars. 15 milliards. C'est un chiffre qui montre à quel point l'argent est devenu le nerf de la guerre, le carburant indispensable de la politique moderne. Ok, donc ça, c'est pour les campagnes. Mais l'influence de l'argent, ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre stratégie, beaucoup plus discrète, mais peut-être encore plus puissante, c'est le financement des idées. Là, le but du jeu, ce n'est plus seulement de faire élire un candidat. Non, c'est de façonner tout le débat public, de décider de quoi on va parler et surtout de comment on va en parler. Et pour y arriver, le rapport met en lumière deux grands leviers. D'un côté, on a le contrôle des médias, soit en les rachetant, soit en les finançant. Et de l'autre, il y a le soutien à des fondations, des think tanks, ces boîtes à idées qui vont produire et diffuser un certain type de discours. Cette citation de Lucas Chancel, l'un des coordinateurs du rapport, elle résume ça parfaitement. En gros, racheter un média, c'est souvent un mauvais calcul financier, mais c'est un excellent investissement politique sur le long terme. Parce que l'influence que ça procure, elle, n'a pas de prix. Allez, on passe à un troisième point, peut-être le plus profond, le plus structurel. C'est un phénomène qui change complètement la donne, la fragmentation du vote. Ce qu'on voit ici, c'est un vrai séisme électoral. Avant, pour simplifier, c'était assez clair. Les classes populaires votaient plutôt à gauche pour la redistribution et les plus aisés votaient à droite. Aujourd'hui, ce schéma a complètement volé en éclats. La gauche attire maintenant une bonne partie des plus diplômés, tandis qu'une partie des catégories modestes se tourne vers la droite. Regardez ces données des élections américaines de 2024. C'est presque l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Les revenus les plus faibles et les revenus les plus élevés ont majoritairement voté démocrate. Et la classe moyenne, elle, a massivement choisi le camp républicain. Le vieux clivage basé sur l'argent ne fonctionne plus du tout comme avant. Alors c'est quoi la conséquence de tout ce bazar? Le rapport est très clair là-dessus. On assiste à un nouvel affrontement politique. Un affrontement entre deux élites. D'un côté, l'élite qu'on pourrait qualifier d'intellectuelle, celle des diplômés. Et de l'autre, l'élite économique, celle des plus riches. Et au milieu de tout ça, les classes populaires se retrouvent un peu prises au piège. Leurs votes sont éparpillés entre différents partis, du coup leur pouvoir de négociation collective s'affaiblit, et leurs préoccupations, notamment économiques, ont du mal à être la priorité numéro 1 d'un grand camp politique. Bon, si on met tout ça bout à bout, on voit se dessiner un paysage politique qui n'a plus grand-chose à voir avec celui qu'on a connu. Et cette transformation, on ne la voit pas seulement dans les urnes, non, elle est aussi visible et de manière spectaculaire quand on regarde qui sont nos élus. Ce graphique, il est sans appel. Au Royaume-Uni, en 1950, presque un député sur 5 était issu d'une profession manuelle. En 2019, 0. Absolument aucun. C'est simple, la représentation directe du monde ouvrier a littéralement disparu du Parlement. Et de cette fragmentation naît une nouvelle offre politique. L'économiste Thomas Piketty lui donne un nom, le néo-nationalisme. Ici, on met de côté le vieux discours libéral sur l'économie pour se concentrer sur d'autres thèmes, l'immigration, les questions culturelles. On se retrouve donc avec une arène politique complètement nouvelle. Et le problème, d'après le rapport, c'est que face à cette nouvelle droite, l'alternative social-démocrate traditionnelle a l'air un peu dépassée, ce qui crée une sorte de grand vide politique. Alors, si on récapitule, on a vu 3 grands mécanismes qui s'entremêlent.
D'abord, le financement direct des campagnes, qui donne une sorte de mégaphone aux plus riches. Ensuite, le financement des idées. Et enfin, cette fameuse fragmentation du vote qui éparpille le poids politique des classes populaires. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la question qui tue en quelque sorte. Sur ce nouvel échiquier politique, où ce sont surtout des élites qui s'affrontent entre elles, une question fondamentale reste en suspens. Au fond, qui représente encore les classes populaires ?